Oui, alors il faut souligner le fait que le premier recueil de poèmes publié au Bas-Canada ou au Canada français, c'est le recueil des épîtres et satires de Michel Bibeau en 1830. Donc, quand on arrive dans les années 1840-50, il s'est encore passé très peu de choses, sinon des publications, comme vous l'avez dit, dans les journaux. Alors là, il faut rappeler, même si c'est un lieu commun de la littérature québécoise, de l'histoire du Québec, la fameuse phrase de Lord Durham, un peuple qui vient, un délégué anglais qui vient faire une enquête et qui conclut que nous sommes un peuple sans histoire et sans littérature. Et on peut dire donc qu'on commence avec l'histoire, la nécessité de... Mais très rapidement, et c'est très intéressant de voir que le premier grand historien, François-Xavier Garneau, est aussi un poète. Et je dois dire qu'il y a des... Garneau écrit, par exemple, dans un de ses poèmes, l'air natal manque à notre poitrine, la sève est lente dans nos corps. Donc, la vision d'un peuple qui est exsangue, qui est comme épuisé par la défaite et qui cherche à se rehausser, à retrouver une énergie qui manque. Hein? Bon. Et alors donc, va peu à peu se créer, surtout à Québec, un groupe autour de 1860, l'abbé Casgrain, Octave Crémazie, Louis Fréchette et quelques autres, qui vont tous à leur manière créer une sorte de poésie. On peut dire que c'est une poésie qui se veut un peu héroïque, mais c'est l'héroïsme des vaincus, c'est la gloire des vaincus. Fréchette, par exemple, reprend le titre de Victor Hugo, La légende des siècles, mais il en fait La légende d'un peuple, et c'est une série de tableaux historiques des grandes figures de la Nouvelle-France. Alors évidemment, dans tout ça, il y a une énorme nostalgie de la Nouvelle-France. En même temps, il y a de l'amertume à l'égard de la France. Et donc, au départ, cette poésie-là est très impersonnelle, on peut dire. Elle est très oratoire, il faut le dire, et pas d'une très grande qualité poétique, mais c'est une poésie qui est portée par un verbe qui veut glorifier le peuple, idéaliser le passé, glorifier les grandes figures du peuple canadien tel qu'il est à l'époque, dans un état évidemment assez pitoyable sur le plan culturel, mais sur le plan social, économique, mais en même temps, il y a tout de même eu l'effervescence, les patriotes de 1837 qui ont tenté une rébellion, mais qui a été écrasée. Alors, c'est une autre défaite qui vient s'ajouter à celle de la conquête de 1763. Pour revenir à Garneau, vous avez bien rappelé qu'il était poète également et que son histoire du Canada est une sorte de démenti à la phrase de Durham en 1839, c'est un peuple sans histoire ni littérature. Oui. L'histoire existait bien et Garneau la raconta en inspirant une première génération d'écrivains dans les années 1840-1860. Cette naissance conjointe de l'histoire et de la littérature mérite en effet d'être soulignée. Exactement, il faut rappeler que son histoire du Canada, c'est la première, évidemment, qui s'écrit ici, date de 1845, la première édition. Donc, c'est un événement absolument marquant. Et effectivement, c'est un démenti. Oui, on a une histoire. Et Garneau, quand même, était une figure assez progressiste aussi. Et c'est sûr que ce sentiment qu'on a une histoire, d'une certaine manière, sert de fondement ensuite à une possibilité d'écrire, de créer une littérature, mais c'est encore de façon assez timide. Mais cette histoire de Garneau est aussi un beau texte littéraire. Je le considère comme un des premiers essais littéraires d'envergure au Québec. Et cette genèse conjointe de l'histoire et de la littérature mérite d'être soulignée. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Garneau reste une figure à laquelle on se réfère encore aujourd'hui, c'est évident. Mais alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut dire que cette poésie-là ne peut s'écrire qu'au « nous », à la première personne du pluriel. Hein, c'est vraiment nous, le peuple, nous, les Canadiens, etc. Alors, ça pose tout de suite un problème, c'est-à-dire comment faire émerger des voix plus personnelles, plus intimes, comment...
ça a été pendant longtemps, dans cette poésie plutôt patriotique, une sorte de problème ou de défi, si on veut. Bon. Alors, pendant longtemps, d'ailleurs, c'est cette poésie-là, plutôt oratoire et un peu grandiloquente, qu'on a souvent mis de l'avant, parce que ça représentait quand même un commencement tout de même qui avait une certaine hauteur de vue et qui pouvait annoncer un avenir. Mais en même temps, au fil du temps, on a découvert aussi qu'il y avait des voix plus intimistes, qui souvent d'ailleurs ont été méconnues et même rejetées de leur temps. Je pense entre autres à un poète longtemps méconnu, Eudore Éventurel, qui écrit des poèmes beaucoup plus intimiste sur la vie au collège, une poésie qui est très centrée sur sa propre expérience de la réalité. Je pense aussi au fils de François-Xavier Garneau, Alfred Garneau, qui n'a pas publié de recueil comme tel, mais qui a publié quelques-uns des plus beaux poèmes intimistes du 19e siècle. Je pense à un vers qu'on cite souvent, que je trouve très beau, c'est « Mon insomnie a vu naître les clartés grises ». Et c'est l'aube dans une scène de village, il a plu, il y a l'église, tout est très paroissial, mais en même temps, tout est fait avec une finesse de touche assez remarquable. Alors, il y a donc des voix comme celle-là qui apparaissent, qui sont, je dirais, qui représentent un contrepoids et qui peu à peu vont se développer davantage au début du 20e siècle. On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays, cette inspiration régionaliste des écrivains de l'époque. Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est le point auquel je voulais m'arrêter aussi, c'est que, outre cette poésie du nous patriotique et la poésie plus intimiste, qui peut porter sur des sentiments intérieurs, finalement, le défi en même temps, et ça va rester longtemps une sorte de problème mais je pense que c'est un problème qui a touché toute la littérature des Amériques. Comment dire notre réalité concrète, matérielle, le territoire, comment dire notre climat, comment dire... Et ça apparaît déjà aussi à l'époque. Même des poètes comme Fréchette, je pense à un autre poète qui est leur contemporain, Pamphile Lemay, eux essaient, des poèmes. Fréchette écrit un poème sur le mois de janvier, sur l'hiver, qui est quand même d'une belle délicatesse d'observation. Pamphile Lemay développe des scènes campagnardes où les fruits sont en pleine récolte de fruits, mais en même temps, il y a une mère qui allaite son bébé. Alors, c'est les fruits mûrs. Alors, il y a une sorte quand même de plaisir du territoire, du paysage, une aspiration là qui est beaucoup plus réaliste, qui cherche à dire les choses concrètes et qui va se développer ensuite, qui va devenir vraiment un mouvement qu'on appelle celui du terroir, qui se manifeste particulièrement fin 19e et jusque dans les années 20 et 30, où parfois, évidemment, c'est mêlé à une sorte d'idéologie, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idéalisation de la vie catholique, paroissiale, campagnarde, mais il y a aussi là-dedans la partie je pense que la plus juste, la plus intéressante sur le plan poétique, c'est celle qui vraiment quand même est tourné vers le réel le plus sensible. Peut-être le meilleur héritier de cette tradition-là, et c'est vraiment en dehors du terroir, c'est vraiment un poète, je dirais, paysagiste, mais paysagiste en même temps avec de très fortes émotions intérieures, c'est Albert Lozeau, qui publie dans les années 20 et qui est peut-être l'héritier intimiste le plus juste, qui reste évidemment, il pratique une forme poétique qui reste encore assez traditionnelle, mais avec quand même une très grande délicatesse, des poèmes sur l'automne qui sont très beaux,